Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler motorisation, la motorisation de nos véhicules. Nous parlerons évidemment dans d'autres vidéos de tout ce qui est châssis, de tout ce qui est cellules. Nous aurons aussi des vidéos sur tout ce qui est propulsion ou traction avant, les inconvénients et les avantages, les boîtes à vitesse. Vous verrez sur cette chaîne, vous allez savoir beaucoup de choses lors de l'achat de votre premier camping-car. Si vous achetez un camping-car d'occasion, si vous achetez un camping-car neuf, quel type de camping-car. Mais aujourd'hui, précisément, nous allons parler de motorisation. Alors, on va commencer, je ne vais pas remonter en arrière jusqu'au J5, C25. Bien que à l'époque, le C25 était un très bon moteur, il était bruyant, c'est sûr et certain, il faisait un peu moins de 100 chevaux, mais les camping-cars à l'époque étaient vraiment bien plus légers qu'à l'heure actuelle. On va commencer, on va dire, dans les années à peu près 95. Quel type de motorisation on avait et aussi ce qu'on avait de bon et ce qu'on avait de pas bon. On va commencer par le traditionnel Fiat Ducato 2,5 litres turbo D. C'était des très bons moteurs. 4 cylindres, un peu moins de 120 chevaux. En entretien, ils étaient très faciles à faire. En inconvénient dessus, il y avait très peu de problèmes mécaniques. C'est-à-dire, excusez-moi, je vais fermer un petit peu. Voilà, ça faisait un petit peu trop de... Voilà. On a le soleil qui est déjà là depuis 6h30 du matin, je peux vous assurer. Il commence à faire déjà très chaud. J'ai le ventilateur qui tourne, j'ai pas mis en route la clim, faut pas abuser non plus. Je vous disais donc, les 2,5 litres Turbo D de l'époque étaient des bons moteurs fiables. On pouvait faire avec à peu près, tout dépendait de l'utilisation qu'on avait. Si c'était un fourgon utilitaire ou si c'était un camping-car. Avec un bon entretien, on pouvait aller jusqu'à 300 000 km sans le moindre souci. Bien évidemment, il fallait faire les révisions très correctement. Mettre l'huile constructeur, faire les vidanges quand il le fallait, les filtres. Il n'y en avait pas beaucoup de 95 à 2000 qui avaient la climatisation. Mais c'était une option qui existait déjà et qui commençait à venir dans les camping-cars. Ce type de moteur, en fin de compte, il fallait faire attention bien évidemment à la courroie de distribution, à tout ce qui était galet tender, la pompe à eau, pas trop de soucis, les injecteurs, c'était correct. Franchement, pas de problème d'injecteur. Les embrayages, ça tenait le coup. Les boîtes à vitesse, comme je vous ai dit, on en reparlera dans une autre vidéo. C'était un très bon moteur. Bien qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il aurait fallu le booster un petit peu. Parce que je crois qu'il faisait 116 chevaux, si mes calculs sont bons. Et c'est un peu léger quand même. Sur les camping-cars actuels, hein, voilà. Parce qu'à l'époque, les 7,40 m, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y en avait très peu. Par contre, il y avait énormément de profilés, de fourgons et des capucines. Mais des capucines qui faisaient dans les 6 m, 6,50 m. Style comme Ford avait sorti à l'époque aussi des capucines qui étaient assez sympathiques en 6,10 m ou 6,20 m. Elles étaient pas mal aussi. Moi, je pourrais vous dire d'autres sur ce 2,5 litres. Ben, en fin de compte, il était pas trop mal. Il a été remplacé par le 2,8 litres JTD dans les années 2000, début de 2000. Alors, mais on va rester en premier dans les années 95 à 2000. Ne nous emmêlons pas les pinceaux. Il y avait aussi le 312 TD. C'est celui ancienne génération du 316 CDI, qui lui était un très bon moteur. Il avait pas trop de soucis majeurs, à part, toujours pareil, ces problèmes de bougie de préchauffe. C'était pas un common rail, c'est-à-dire en haute pression, donc moins de soucis moteurs. Dessus, on n'a pas eu trop de soucis non plus sur les 312. C'était une bonne motorisation,
Bon, un chevaux, c'est sûr et certain. Bon, c'était pas comme le 316 CDI qui avait 156 chevaux, mais il y en avait 100, 120 et quelques, c'était déjà pas mal. Ces deux types de moteurs étaient très bien pour ces années-là, entre 95 à 2001. Après, nous avions le Ford, le fameux Ford. Alors là, le Ford, je peux vous assurer, euh, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout dans les années 2000 avec le 2 litres de Puma. On en parle. C'est hélas ce qui a tué un petit peu tout ce qui est motorisation Ford sur les camping-cars, et c'est bien dommage. Alors ce fameux moteur Ford 2 litres 2, eh ben, les problèmes, vous les connaissez, vous en avez entendu parler, c'était des problèmes d'injecteurs, des problèmes de joint de culasse, des problèmes de piston. Qu'est-ce qu'on a eu les bielles. J'ai eu des problèmes dessus avec la pompe à injection. Enfin, pas mal de problèmes. C'est des moteurs ingrata pour moi. C'est-à-dire, il faut, quand vous voulez acheter un camping-car, éviter d'acheter un 2 litres de Puma. Voilà. Je le critique pas. Il y en a quelques-uns qui ont pu arriver à des kilométrages sympathiques. Mais dans la majorité des cas, c'est des moteurs qui n'étaient pas fiables. Ensuite, bon, comme je vous ai dit, euh, par rapport à Ford, on va rester sur Ford, il y a eu les 2 litres 4. Alors là, les choses étaient vraiment différentes. Et le problème, c'est que par rapport à la mauvaise presse du 2 litres 2, qui était réel, du 2 litres de Puma, le 2 litres 4 n'a pas eu le succès escompté. C'était un moteur 4 cylindres, 140 chevaux, accouplé à une boîte 6 vitesses. C'était une petite merveille à l'époque. Il fonctionnait très bien. Plus de problème d'injecteur, plus de problème de joint de culasse. Ford avait vraiment fait le nécessaire pour rendre fiable ce moteur. Mais hélas, les gens avaient toujours en tête ce moteur Puma et les ventes n'ont pas été au rendez-vous. Voilà pour les années à peu près, on va dire, années 95 à 2000. Donc maintenant, on va parler, pour moi, des meilleures années de motorisation des camping-cars. Nous avions donc, à partir de 2000, nous avons eu le 2 litres 8 JTD. Il est sorti en deux versions, ce 4 cylindres. La version 128 chevaux, avec un turbo non géométrie variable de petits diamètres, et la version 146 chevaux avec un turbo à géométrie variable, avec une autre programmation. Voilà les différences entre le 128 et le 146 chevaux. Le 146 chevaux, je peux vous assurer, c'était, si vous voulez même le booster un peu, moi je suis sur le principe, on peut booster un peu les moteurs en stade 1. Les stades 2 et stade 3, on n'a pas besoin, on n'a pas une voiture, hein, on a un camping-car. Hein, et on en parlera tout à l'heure, hein, je vous dirai. Donc ce 2 litres 8 GTD, ben, c'était une merveille. Voilà. Et tellement que ça a été une merveille, il n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire que moi qui ai été dans la profession, quand on vend un véhicule, le plus d'argent qu'on fait, c'est pas en vendant le véhicule. C'est en vendant de la pièce détachée et de la main d'œuvre. Le 2 litres 8 JTD, comme le 316 CDI, on va en parler tout à l'heure, n'a pas eu de gros problèmes. Lui non plus, comme le 2 litres 5. Il avait une architecture robuste, fiable. Dessus, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Il faut chercher. Si l'entretien était bien fait, c'est des moteurs increvables. Et ça roule encore. Hein. Mon ancien Mirage 5000 a été équipé du moteur 2 litres 8 JTD. Sur les 4 camping-cars que j'ai eu 2 motorisations 2 litres 8 JTD et 2 motorisations 316 CDI. C'est vrai que je me suis borné à ces 2 motorisations, parce que comme vous le savez, et que je le redis,
je ne l'ai pas dit assez. Je ne suis pas un adepte des véhicules neufs en camping-car. Ça décote trop rapidement, enfin, on en parlera plus tard. Et je suis très amoureux de ces deux types de moteurs que je connais par cœur. Le 2 litres 8 JTD a un petit souci, on a eu quelques bougies de préchauffage. Il a eu ce moteur, vous allez dire, les mécaniciens s'en sont donnés à cœur joie. Les douteux, je parle bien des douteux, parce que comme dans tout métier, il y a des bons mécanos et des mauvais mécaniciens. Et les mauvais mécaniciens se sont fait beaucoup d'argent là-dessus. Et vous savez avec quoi? Avec les turbos. Parce qu'ils avaient un problème, les 128 chevaux, les petits turbos qui étaient montés dessus. Vous avez ce qu'on appelle, je pourrais vous dire. Ben là, j'ai perdu le fil des choses. La vanne de régulation de pression, qui est commandée par une tirette. C'est-à-dire que cette tirette sur le turbo a tendance à gripper. Et quand elle est grippée, ou elle reste en position ouverte ou en position fermée. C'est-à-dire que vous avez un manque de puissance moteur. Et évidemment, il suffisait simplement d'un tournevis plat avec un petit peu de W40 pour dégripper justement cette biellette. Et le turbo retrouvait évidemment toute sa puissance. Mais il y en avait certains qui avaient tendance à changer le turbo. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de dérives là-dessus. J'en ai connu, j'en ai vu. Voilà. Moi, sur le mien, vous voyez, sur le Mirage, à un moment donné, ça me l'a fait. Dès que je l'ai acheté, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Et à un moment donné, je n'avais plus de puissance sur le moteur. Et en pleine montagne, et dans l'Aveyron, j'ai pris un tournevis plat, je suis passé dessous, j'ai ouvert et fermé, tiré sur la tirette, j'ai mis un petit peu de W40, et c'est reparti comme en 14. Et j'ai retrouvé mes 150 chevaux. Évidemment, tous mes 128, moi je les ai équipés, disons je les ai passés en stade 1. Le Mirage l'était déjà quand je l'ai acheté, il avait 150 chevaux. Et mon ancien Adriatique, non, je l'ai passé en 150 chevaux. Et le 146 chevaux, en le passant en stade 1, on peut avoir à peu près 160-170 chevaux. Fourchette. Voilà. Sans problème. Et c'est des moteurs très fiables. Vous avez évidemment, quand on parle de fiabilité, on dit aussi entretien. Ce que beaucoup de gens oublient. C'est-à-dire qu'on oublie de faire l'entretien vidange, filtre quand il le faut. On oublie de changer la courroie de distribution, les 4 à 5 ans. La pompe à eau, on s'en soucie pas. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues avec des problèmes moteurs suite à un mauvais entretien. Ça, je tiens à le signaler. Il faut faire des entretiens et respecter aussi la viscosité de l'huile des moteurs du constructeur. La mode à l'heure actuelle, maintenant, on met que de l'huile de synthèse dans les moteurs. Mais moi, je suis resté, on va dire oui, c'est un biomécano, il a ses principes, machin, etc. Mais moi, quand on me dit c'est de la 10W40 qui va sur ce type de moteur-là, je mets de la 10W40. Déjà, c'est moins cher. Et franchement, mettre une huile qui n'est pas adaptée au moteur, il y a un plus et il y a un moins. Donc, je préfère mieux rester à tout ce qui est origine. Voilà, on a fait le point pour le 2 litres 8 JTD. Maintenant, on va parler du 316 CDI, évidemment. Ce sont évidemment ces deux moteurs-là qui ont duré jusqu'à la fin des années 2006, puisqu'ils n'avaient pas trop de problèmes. Donc, automatiquement, on a sorti d'autres moteurs qui, eux, ont eu des problèmes, parce qu'il fallait faire tourner le commerce, comme on dit. Donc, le 316 CDI était un super bon moteur, et c'est toujours un très bon moteur, qui est, vous voyez, sur mon véhicule. C'est un 5 cylindres de 156 chevaux d'origine. C'est vraiment ce qu'on appelle le moteur. Voilà. Un vrai 5 cylindres avec un gros turbo à géométrie variable. À 156 chevaux, il est vraiment au minimum de sa puissance.
C'est pas pour autant qu'il faut le monter et dépasser les 200 chevaux dessus, en mettant des stades 2 ou stade 3. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai mis un stade 1, il tourne entre 192 et 200 chevaux. Et je peux vous assurer que par rapport au couple, parce que c'est quand même un 2 litres 7 de cylindrée, réparti sur 5 cylindres, j'ai un confort de conduite l'équivalent d'un V6, sans le moindre souci. Et ça, je le dis. C'est hélas des véhicules, des véhicules, excusez-moi, c'est des moteurs, c'est des motorisations qui ont été systématiquement par Fiat et Mercedes arrêtées, car ça ne rapportait pas assez d'argent en pièces détachées et en main-d'œuvre. Oui, on va vous parler des écologistes, ça polluait, ça polluait. Ça pollue pas plus que les autres véhicules. Si vous faites les entretiens, si vous changez des filtres à air, vous voyez. Là, en parlant de cela, je vais vous en parler, vous allez voir. Si vous faites une vidange, changez l'huile et le filtre. Changez pas que l'huile, changez le filtre à huile et vous changez le filtre à gasoil. Ça vaut pas grand chose un filtre à gasoil, mais beaucoup ne le changent pas. Changez les 2 ou 3 vidanges. Vous en avez qui sont réguliers, qui sont... C'est important, mais les gens ne le font pas. Un filtre à huile, ça vaut... Bon, moi, c'est pas ce type de filtre à huile, évidemment, que j'ai sur le 316, voilà. Mais un filtre à huile, on va dire, ça tourne dans les 10 euros. Un filtre à gasoil, c'est 28 à 30 euros. C'est pas des fortunes, hein. Puis quand on est en camping-car, on a quand même les moyens de changer un filtre à gasoil et de changer un filtre à huile pour tous les vidanges. Eh non, il y en a beaucoup, ils disent, ah, vous comprenez, mon budget, le budget, d'accord. Mais après, vous allez polluer, le moteur va s'encrasser, vous allez consommer plus. C'est un choix. Moi, je dis que quand on a un véhicule, on fait en sorte de bien l'entretenir. Et c'est pas pour autant que ça coûte bien plus cher. Comme par exemple, moi, j'ai pas ce souci-là. J'ai une chaîne de distribution sur mon véhicule. Donc, tous les 5 ans, j'ai pas besoin de changer la courroie de distribution. Mais par contre, beaucoup oublient qu'une chaîne de distribution, c'est pas à vie. À partir de 180-200 000 km, et si on constate un bruit moteur, un cliquetis, il faut contrôler le tendeur de chaîne, il faut contrôler si la chaîne ne s'est pas trop détendue et s'il ne faut pas la remplacer. Parce qu'une chaîne, ça se remplace aussi. Et ça, beaucoup de gens croient que parce qu'ils ont un moteur à chaîne, ne doivent jamais remplacer leur chaîne. Ce qui est entièrement faux. Si vous entendrez un bruit suspect, n'hésitez pas d'aller voir votre petit mécano du coin. Si vous allez voir le concessionnaire, ben, il sera content parce que bon, il aura pas mal d'argent en vous faisant un devis. Je critique pas, mais bon, il vaut mieux se trouver, si vous habitez même en ville ou dans des petits villages, etc., vous pouvez trouver de très bons petits mécaniciens qui font du travail d'orfèvre. Il faut tomber sur le bon. Et quand vous tombez sur le bon, c'est comme un docteur, quand vous tombez sur un bon docteur, gardez-le. Et vous verrez, vous ne paierez pas plus cher, et même moins cher que chez un concessionnaire ou un agent. Eux sont équipés, d'accord, mais maintenant, on change très facilement des pièces, sans pour autant faire un pronostic du moteur poussé. Ah, il y a telle et telle pièce, ça peut venir de là, on change. Ça peut venir de là, on change. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, on se retrouve avec des factures qui ne font pas plaisir au porte-monnaie. Quoi vous dire d'autre? Dans ces années-là, jusqu'en 2006-2007, donc nous avons eu le 316 CDI, nous avons eu le 2 litres 8 JTD. Franchement, c'était ceux qui équipaient le plus des véhicules. Nous avons eu le Ford 2 litres 4, qui a toujours un peu tourné encore. Et en fin de compte, ben, en fin 2006, tout s'est arrêté. Et là, franchement, moi, j'étais bien malheureux. Chez Mercedes, ils ont sorti le 2 litres 2, 4 cylindres, 150 chevaux. Ouais, je ne dirais pas plus. Un bon moteur, pas mal de petits soucis quand même d'injection. Disons que pour passer, j'étais chez Mercedes, pour passer, j'en parlerai pas plus. Je préfère mieux le 6 cylindres. Si vous avez le choix, achetez un 6 cylindres en Mercedes.
investissez un peu. C'est vrai que vous ne serez pas totalement non plus aucune panne. C'est le problème de tout ce qui est électronique. Quand on rentre, un peu d'électronique, c'est bien. Beaucoup d'électronique, c'est pas bien. Parce qu'en fin de compte, beaucoup de petites pannes annexes au moteur peuvent survenir. Et même en passant, la machine, comme nous on appelle, l'ordinateur avec le programme, pour résumer, qui contrôle tous les capteurs, qui contrôle tout le fonctionnement du moteur, il va nous donner des indications, mais pas forcément l'origine exacte de la panne. Je dirais que à l'heure actuelle, depuis 2007, en motorisation, bon, on va attaquer ce qui va plaire et déplaire, le 2 litres 3 de chez Fiat. Le 2 litres 3 de chez Fiat en 2007, il y a eu beaucoup de pannes dessus, beaucoup de mises au point. Alors il a été sorti en 120, 130, après 140, 150 chevaux. Il y a des petits malins qui s'amusent à les monter en 180 chevaux, stade 3. Je vous déconseille, si vous avez un 2 litres 3, de le pousser aux extrêmes. En 180 chevaux, ce moteur-là souffre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, évidemment, si vous n'appuyez pas, vous restez réservé, que vous roulez à 80, 90, que vous faites peu de montagne, ça va. Vous allez même consommer moins. Et si vous amusez à appuyer dessus, c'est des 2 litres 3 de cylindrée. À l'heure actuelle, nous avons des camping-cars qui font 7,40 m, même ces moteurs sont montés sur des 5 tonnes. 5. Franchement, les pauvres, sur une voiture, c'est une merveille ce moteur. Sur un fourgon de livraison, ça va très bien. Sur un van, sur un profilé, ça va. Tant que vous ne dépassez pas les 6 mètres et que vous ne chargez pas comme une mule le camping-car, tout va bien. Mais après, il faut l'accouper aussi à une bonne boîte. Ces moteurs-là, moi, je vous conseillerais, on va pas parler trop de boîtes, mais de les accoupler plutôt à une boîte manuelle 6 qu'à une boîte automatique 9 vitesses. Il sera plus, lui, le moteur fonctionnera mieux avec une boîte manuelle qu'avec une boîte automatique. Parce qu'une boîte automatique vous demande de la puissance, mais surtout de la cylindrée moteur. Et je commence à parler boîte, c'est pas bon, on en parlera plus tard. Donc, si vous voulez avoir un poids lourd à l'heure actuelle, si vous voulez avoir un moteur fiable, plus fiable, on va dire, si vous avez les moyens, évidemment, achetez un 6 cylindres. Les 2 litres 3, les 2 litres 2 de chez Mercedes, les moteurs 2 litres de chez Ford en 170 chevaux, c'est léger, un cylindré. Ils ont besoin, à ce moment-là, vous mettez un tellement. Si vous avez un poids lourd, style le voyageur, vous mettez un Telma sur le véhicule, ou sinon vous mettez un 6 cylindres. Déconseille de mettre un 2 litres 3. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Moi, je vous dis la réalité. Ce n'est pas, un camping-car n'est pas une voiture. Nous avons minimum 3 tonnes 5 en permanence à tracter. Et je vous parle pas des poids lourds. Sur une cylindrée de 2 litres 3, ça souffre. Je dis pas que ça va casser sur le moment. Le 2 litres 3, je vais vous dire les problèmes qu'il a eu. Et qu'il a encore. Le joint de culasse n'est pas renforcé. L'embrayage n'est pas renforcé. C'est un moteur de voiture. Rien n'est renforcé là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on vous amène le châssis. Voilà, la plupart, je ne parle pas des châssis Elco, on en parlera après. La motorisation est identique. Que vous la montiez sur un fourgon, que vous la montiez sur un camping-car, que vous la montiez sur un camping-car poids lourd, tout est identique. Donc, automatiquement, il faut faire attention. Un moteur 3 litres n'est pas forcément tant plus gourmand qu'un moteur 2 litres 3. Tout dépend de la conduite que vous avez avec le véhicule. Et il va s'user un 3 litres de cylindrée, il va s'user évidemment plus lentement qu'un 2 litres 3. Tourne moins vite. Et je peux vous dire que bon, les pistons, c'est 8 pistons, les bielles, c'est des bielles. Moi, j'en connais
plein des 2 litres 3 qui ont eu des problèmes. Ils ont perforé un piston. Un petit peu comme le Puma, vous voyez? Mais c'est pas la faute au moteur. C'est que le moteur n'a rien à faire dans ce style de véhicule. Avant, on n'avait pas trop de 7,40 m. Maintenant, on a des 7,40 m qui font, on les passe en poids lourd. J'aime bien les gens qui disent, moi j'ai un poids lourd, c'est un 3 tonnes 750. Ça se voit qu'ils n'ont jamais travaillé dans le camion, quoi. Parce que moi, un poids lourd, c'est à partir de 5-6 tonnes, vous voyez. Là, ça commence à être, voilà, un poids lourd. Après, bon, chacun voit midi à sa porte. Je dis toujours pareil. Quoi qu'il en soit, si vous avez la possibilité, à l'heure actuelle, si vous achetez un véhicule neuf, d'occasion, vous avez le choix. Mais neuf, essayez de mettre un petit peu moins d'options dans la cellule et prendre un 6 cylindres. Vous le regretterez pas. Bien qu'ils ont aussi quelques soucis mécaniques. Mais c'est surtout des problèmes électroniques. C'est rare de voir un cylindre avec une perforation de piston ou un joint de culasse défectueux. Moi, je pourrais vous dire. C'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Voilà. Le 2 litres 3, je peux vous assurer que si vous avez un van, un fourgon ou un camping-car de 6 mètres maximum, ça ira très bien, accoupler à une boîte 6. Enfin, c'est vrai que les boîtes automatiques, c'est l'idéal. Moi, je préfère mieux les boîtes robotisées, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'essaye de faire court parce que je vois que la vidéo commence à prendre quand même assez de temps. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à changer votre filtre à gasoil, ça vaut pas bien cher. Filtre à huile. Mettre de temps à autre, vous voyez, un nettoyant injecteur, ça vaut 10 €. Si vous n'avez pas envie de changer votre filtre, si vous voulez garder votre camping-car, on va dire une dizaine d'années, garder, voilà. Achetez un filtre à air KN. Ça vaut 2 fois le prix d'un filtre à air normal. Alors normal dans les 30 €, voilà. Filtre à air KN, c'est à peu près, en gros, 70 €. Par contre, ils sont lavables, vous n'avez plus besoin de le changer. Et votre moteur respire mieux. Et si vous le passez en stade 1 ou en stade 2, là, automatiquement, vous avez ce qu'il faut. Des filtres d'origine, ça dure un temps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Prenez soin de vos véhicules comme vous prenez soin de vous-même. Et il vous amènera au bout du monde. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou comme d'habitude sur mon adresse internet. Je vous dis à très bientôt. J'espère que j'ai été assez précis. Je n'ai pas voulu parler trop des moteurs actuels parce qu'en fin de compte, il y a à boire et à manger dedans. Moteur ancien, comme je vous ai dit, n'hésitez pas, si un jour vous avez l'opportunité de acheter un camping-car d'occasion avec un moteur Ford, 2 litres 4 cylindres, boîte 6 vitesses, vous pouvez y aller. Par contre, si c'est un moteur Puma 2 litres 2, je vous le conseille pas. Évidemment, ils vont être bradés chez les concessionnaires. Et il y a des fois, ils le sont même pas. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Surtout, faites en sorte, par souci de sécurité, je vais dire, bien qu'il y en a eu qui ont bien fonctionné, mais il y en a eu le prorata, si vous préférez, c'est 70 de problèmes et 30%. Oui, voilà. Donc, pas de 2 litres 2, mais moteur Ford 2 litres 4, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce sont de bons moteurs. Ford a fait de bons moteurs. Le 2 litres 2 qu'ils ont sorti à l'heure actuelle, c'est un bon moteur 170 chevaux. C'est un bon moteur, bon 4 cylindres. Mais le problème qu'il y a, c'est pas adapté à un camping-car. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, vous n'avez pas de frein moteur sur ces véhicules. Vous n'avez pas monté des Telma sur des 3,5. Si vous voulez, si vous faites beaucoup de montagnes, prenez une cylindrée assez correcte. Prenez pas de 2 litres. Les 2 litres 3, vous allez être embêté. Après, vous allez user d'autres pièces, hélas. Les disques, les plaquettes.
Vous allez vous faire quelques frayeurs, vous allez voir. Et après, vous allez être écœuré du véhicule alors que vous aurez un très bon camping-car, sauf que la motorisation ne va pas. À très bientôt pour une autre vidéo et n'hésitez pas à me poser des questions. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo, mais c'était important de vous parler de ce qui était motorisation. Et vous voyez, j'ai ce filtre là. Si quelqu'un est intéressé, c'est un KN 2,8 litres JTD. À un abonné, il peut l'avoir pour vraiment une toute petite somme pour le prix. Allez, pour le prix d'un filtre à air normal, je vous vends le KN. À un abonné, évidemment. Passez un bon week-end. À très bientôt.